Merci beaucoup Philippe, et je crois que les uns et les autres sont en train d'arriver, c'est ce qu'on appelle le quart d'heure ou le demi-heure bordelais. Je crois que ça s'adapte à toutes les villes, hein, on le verra. Il y aura certainement le quart d'heure ou le demi-heure nantais, marseillais, lillois, lyonnais, et peut-être même parisien. Alors c'est peut-être plutôt l'heure parisienne, hein, pour les Parisiens. Merci en tout cas d'être là. Juste un petit mot, si vous allez sur les réseaux sociaux, que vous parlez du Radio Tour, le hashtag c'est hashtag Radio Tour et non pas Radio Tour 2019. Et sachez en tout cas qu'on est en train d'être regardé dans le monde entier sur Facebook Live, et que vos expressions seront également disponibles, vous le savez, après sur Connect On Air et en vidéo. Alors on va démarrer par ce petit point d'accueil avec Cécile Mégy, que je vais accueillir, à qui je vais donner un micro, qui nous fait... Allez, voilà, c'est là, c'était comme ça qu'on avait dit. Ouais. Cécile Mégy, qui est la directrice de RFI. Alors, quelqu'un hier me dit, mais directrice de Radio France Internationale pour nous parler de proximité. Mais il n'y a pas un problème là-dessus? Eh ben Moi-même, je me suis posé la question. Voilà, on vous a expliqué. En tout cas, on la remercie d'être là aujourd'hui, de faire l'accueil de ce premier Radio Tour, sur la première date du Radio Tour, puisque il faut relever le défi, et elle l'a fait avec nous. Alors, Cécile Mégy, en quelques mots, vous êtes la directrice de Radio France Internationale, qui fait désormais partie de ce qu'on appelle l'audiovisuel extérieur français, qui s'appelle France Média Monde, une société publique dans Société nationale de programme. Voilà, dans lesquelles vous avez également France 24 et MCD, qui est la radio en langue arabe. RFI, on vous présente quasiment plus, ça existe depuis 1931, on va dire, sous sa forme actuelle depuis 1975, une des plus vieilles radios, on va dire françaises, certainement la plus ancienne, et une des plus écoutées au monde, puisque c'est plus de 40 millions d'auditeurs. Dans les pays où c'est mesuré, c'est-à-dire 33 pays, mais vous diffusez dans 150 pays. Et vous êtes un bébé RFI, puisque vous y êtes rentré en 95. Voilà. Je ne vous dis pas mon âge, vous avez l'âge de la radio, vous n'avez qu'à... Vous avez démarré pigiste. J'ai commencé pigiste, ensuite CDD, ensuite, et je suis directrice de cette belle chaîne de radio depuis octobre 2012. Mais j'ai été dans les studios, sur le terrain, dans les services. Enfin voilà, l'avantage d'un parcours dans une radio où on peut changer quasiment de fonction tous les 5 ans, sans s'ennuyer. Et vous avez vécu effectivement l'intégration à France Média Monde, qui a connu, d'ailleurs, on en parlait hier en préparant des semaines de mouvements sociaux. Et aujourd'hui, c'est une maison qui fonctionne bien. Vous êtes dans les mêmes locaux que France 24 à Issy-les-Moulineaux. Et votre patronne, elle s'appelle Marie-Christine Saragosse. C'est la présidente de France Média Monde. Alors, pour quelle raison on a décidé de vous inviter? Alors d'abord parce que vous avez accepté de venir et que personne d'autre voulait venir. Non, je plaisante. C'est la bonne raison. Je plaisante. Après, on va justifier. Je plaisante évidemment. Mais on voulait démarrer ce tour en se disant, finalement, la proximité, c'est pas uniquement parler du local, ça peut aussi justement parler à une communauté, parler à une diaspora, et la proximité, finalement, elle est mondiale. Et aujourd'hui, RFI, vous êtes peut-être la plus grande radio de proximité, puisque vous faites du programme de proximité dans, on l'a dit, 150 pays dans le monde, avec des langues différentes. Alors, les langues mainstream, comme on dit, le français, l'anglais, l'arabe, etc. Mais aussi des langues plus locales, plus régionales. C'est ça aussi la proximité. Alors, les langues régionales, on en parlera peut-être pendant ce Radio Tour, surtout en Nouvelle-Aquitaine, où il y a beaucoup de langues régionales, et il y a heureusement encore des radios en langue régionale. Et RFI également, vous êtes aussi un partenaire de beaucoup de radios locales, y compris en Nouvelle-Aquitaine, puisque un certain nombre de radios associatives reprennent vos programmes. Donc voilà, c'est une des premières raisons pour lesquelles on a décidé de vous inviter, et aussi peut-être pour nous parler aujourd'hui de ce qu'est RFI, de ce qu'est la radio aujourd'hui dans votre vision. Alors d'abord, peut-être un mot de la proximité vue de l'international. Aujourd'hui, comment RFI est une radio de proximité? Alors oui, c'est un peu paradoxal. Je comprends que vous ayez peut-être été interloqué de voir RFI en ouverture de ce radio tour consacré à la proximité. Mais je pense que par nature, la radio, c'est la proximité. Donc qu'on émette de Paris vers le Burkina Faso, l'Argentine, le Cambodge, ou de Bordeaux dans la zone périphérique, ou de Périgueux dans une autre zone, je pense que la radio est par nature un média de proximité. C'est un média de l'intime, on rentre dans les foyers, on accompagne au quotidien, on accompagne dans la voiture, même la mobilité permet cette proximité. Et il y a une radio internationale
est exactement logé à la même enseigne qu'une radio locale enfin nationale ou locale. Donc le travail sur la proximité, il est quotidien au sein de RFI. Alors par de multiples moyens, les moyens de diffusion, on est diffusé en partant de plus haut du satellite, du câble, de l'onde courte encore aujourd'hui, parce qu'il y a des zones qui ne peuvent pas être couvertes autrement, et en FM bien évidemment, et ça c'est quand même aujourd'hui, et en DAB+, puisque je ne suis pas non plus par hasard à Bordeaux. RFI va être diffusé sur les multiplex DAB+, aussi à Bordeaux, et on reparlera de la France, qui est un territoire particulier pour nous. Voilà, donc cette proximité par notre moyen de diffusion, il est historique. On a un réseau de FM, de 157 FM à travers le monde, 155 FM. Alors là, vous avez des slides, comme on dit en mauvais français, des panneaux qui vous donnent quelques infos, vous n'êtes pas obligé de tout retenir. Donc c'est un peu ce que disait François tout à l'heure, RFI qui fait partie de France Média Monde, France 24, Monte Carlo Doualiya et Radio France Internationale, en français et en 14 langues étrangères. Et ça aussi, c'est un vecteur de proximité qui peut être analogue, comme le disait François, à la pratique de langue locale ou régionale sur d'autres territoires. J'ai pas de télécommande, mais... c'est ça, donc je fais ça, voilà. Ça, c'est encore un détail de l'ensemble de nos chaînes RFI, donc 155 émetteurs à travers 57 pays, et surtout un réseau de radio, et aussi un réseau de radios partenaires extrêmement dense, 1600, presque 1700 radios partenaires à travers le monde, y compris en France. On est entre 250 et 300 radios partenaires. J'espère qu'il y en a dans la salle, mais voilà, il y en a au moins une. Merci d'être là. Qui reprennent nos programmes et essentiellement nos sessions d'information. Et ça, c'est un service, c'est une radio de service public, c'est un service gratuit et on y tient absolument. Je pense que c'est un échange gagnant-gagnant pour l'ensemble des médias. Ensuite, j'appuie sur le... Voilà. Donc, le réseau RFI, alors c'est rouge un peu partout, mais c'est vrai, on est un peu partout quand même. Ça, c'est uniquement notre réseau FM. Et vous voyez une présence FM extrêmement forte dans 36 pays d'Afrique francophone. Et anglophone, puisque l'ensemble, il y a une dizaine de pays d'Afrique anglophone où nous avons des relais FM. C'est un des réseaux FM les plus denses au monde pour une radio internationale. Ça a été une stratégie dès la fin des années 90. Aujourd'hui, on passe un peu à autre chose, mais nous savons que ce trésor du réseau FM est à préserver avec des avantages et des inconvénients. Les avantages, j'y reviens, je reprends le fil, c'est quand même la proximité. Donc être en FM pour RFI dans l'ensemble de ces pays-là, c'est avoir une présence quasiment physique, réellement, auprès de nos auditeurs. Alors après, on développe la proximité comment ? Éditorialement, grâce à un réseau de correspondants. On a aujourd'hui, sur l'ensemble de nos antennes et dans toutes nos langues, à peu près 760 correspondants. Pour le français seulement, on a 420 correspondants répartis dans 90 pays. Ça veut dire que RFI, quand il se passe quelque chose dans un de ces pays, on a forcément quelqu'un qui peut en parler à l'antenne. Et les auditeurs qui sont dans ce pays, si la langue y est pratiquée, ils savent qu'ils vont entendre parler d'eux. Et ça, c'est la proximité. Enfin, on connaît tous la loi du kilomètre. Parler d'un lieu dans la bonne langue, au bon moment, quand il se passe quelque chose, ça fait partie de nos missions et de notre ligne éditoriale. Donc, l'actualité du monde est couverte par RFI grâce à ce réseau de correspondants. À ça s'ajoutent 8 bureaux. Bon, ça, c'est des questions de statutaire. Les correspondants sont essentiellement des pigistes. Et les bureaux sont des envoyés spéciaux permanents, c'est-à-dire des staffs de Paris qui sont installés dans 8 bureaux, à Washington, à Moscou, à Pékin, à Jérusalem, et 4 bureaux en Afrique, Kinshasa, Abidjan, Dakar et l'Afrique de l'Est avec Nairobi. Et là, ce sont alors à la fois des correspondants, même fonction que le correspondant pigiste, et en même temps une sorte d'ambassadeur de RFI. C'est-à-dire que là, on a vraiment la proximité, et ça rejoint, j'ai moi aussi eu des expériences en radio locale, ça rejoint la proximité qu'il peut y avoir avec le journaliste de la radio locale qui connaît Limoges comme sa poche et dont Limoges connaît tout le monde à Limoges connaît son visage. Et donc, on s'adresse aux correspondants de RFI comme on s'adresse au journaliste qui est à l'antenne tous les matins dans la matinale en local. Et là, alors ça a plein d'avantages parce qu'on connaît tout le monde, parce qu'on est vraiment bien inséré dans l'actualité de la ville et nous, en l'occurrence, du pays, voire de la région.
L'inconvénient, c'est que la pression est forte aussi, et que pour Radio France Internationale, dans certaines zones, la pression est parfois encore plus forte. C'est-à-dire que ça va jusqu'au risque physique dans certains cas, parce que voilà, l'avantage aussi de cette radio de service public française, qui bénéficie d'une grande indépendance, de toute façon, qui est même inscrite dans son cahier des charges, par rapport à tout pouvoir et une indépendance liée à l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays, ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde dans tous les pays dans lesquels on diffuse. Justement, RFI, dans les pays où il y a des instabilités politiques, notamment dans le cadre d'élections, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'être un peu la voix de la France? Alors vous dites la voix du monde, mais... les voix du monde. Les voix du monde, mais vous êtes aussi étant vu comme la voix de la France. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Alors, je ne suis pas sûre qu'on soit... Franchement, oui, ce petit refrain, la voix de la France, alors quand on rappelle 1930, le post-colonial, blablabla. Oui, c'est une réalité. De toute façon, notre rédaction est installée à Paris. Beaucoup pensent qu'on a des ordres directement du Quai d'Orsay, ce qui est totalement faux. On a un financement qui est celui de la redevance. Donc, c'est un financement affecté, c'est une recette affectée. On n'a pas... Et vous n'avez pas de publicité, hein? On a peu de publicité. La loi est assez restrictive en la matière. On attend quelques modifications pour être, en tout cas sur nos antennes en France, au même modèle que Radio France, par exemple. En local, on peut faire un peu de publicité, mais c'est pas... La majeure partie de nos ressources sont des ressources affectées de la redevance, contrôlées par le Parlement et les différentes commissions parlementaires. Donc, voilà, il n'y a pas... Je passe mon temps, alors en France un peu moins, mais à l'étranger, quand on rencontre des responsables, quel que soit le pays, hein, et dans certains pays plus particulièrement, à expliquer la différence entre une radio publique et une radio d'État. Un organe de propagande, en gros, et un média indépendant. Voilà, nous sommes un média indépendant et nous en sommes extrêmement jaloux de cette qualité de média indépendant, mais ce n'est pas toujours clairement compris. Donc tout ça pour revenir à des situations qui parfois sont tendues, effectivement, parce que dans une situation... François, tu parles d'une situation électorale. La dernière en date qu'on ait pu connaître est celle de la République démocratique du Congo, aux alentours de Noël. On vous a coupé vos émetteurs, hein? On nous a coupé nos émetteurs. Ça montre aussi le côté précieux de la radio, on s'en rend peut-être pas compte, voilà, mais qu'à un moment aussi, ça peut être mis en danger. Alors la proximité, c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire que de toute façon, on nous a coupé, est souverain sur son territoire, le CSA congolais. Voilà, comme le CSA en France on signe des conventions avec le CSA congolais pour la diffusion sur nos 9 émetteurs à travers le pays. Et puis dans une situation où, alors c'est pas la voix de la France, c'est là que je veux en venir, c'est que RFI a la chance, grâce à un réseau de correspondants extrêmement professionnel et développé, grâce à une pratique, à des expertises en interne dans les rédactions, RFI a la chance de pouvoir avoir une information rigoureuse, qui n'est pas de la propagande et qui donne la voix à tous. Et la voix à tous, ça veut dire la majorité comme l'opposition dans une période électorale. Et il y a des pays où, quand on entend parler l'opposition, on considère que c'est un crime de lèse-majesté et que là, on dépasse les bornes. Donc, on reproche à RFI de faire son travail d'équilibre et de sérieux dans l'information dans des moments comme cela, et avec avertissement ou sans avertissement. Et en l'occurrence, c'était sans avertissement. Le 31 décembre, entre la fin des opérations de vote sur le territoire de la République démocratique du Congo et le début des comptes des voix, les émetteurs, plaf, les uns après les autres, se sont arrêtés sans avertissement, c'est-à-dire que ce sont les techniciens locaux qui nous ont appelés en nous disant « on a eu l'ordre et on ne peut pas faire autrement ». Celui qui a résisté, il a passé 48 heures en prison. Donc voilà. Donc on en était là. Donc le TDF ou le Towercast local, à un moment... Oui, le CSA local. Et le CSA puis local. le TDF a eu l'ordre, et le TDF a... Enfin, je ne veux pas mettre TDF en difficulté sur Facebook, mais voilà, les diffuseurs locaux ont tempéré. Le processus électoral s'est déroulé, et... bien sûr, là, on rentre dans une période où, à ce moment-là... Vous n'avez pas changé votre ligne, c'est-à-dire vous avez continué de traiter correctement. Oui, parce que le reste du monde, ça l'intéressait aussi d'avoir une information crédible, sérieuse. Nos correspondants ont continué à travailler avec des mesures de sécurité renforcées, bien évidemment. Notre envoyée spéciale permanente à Kinshasa, elle, a vu son accréditation retirée. Donc, elle a fini expulsée dans un avion. C'était pas formellement une expulsion, mais enfin, sans accréditation, on ne peut pas travailler. Donc, elle est rentrée à Paris. On avait d'autres correspondants sur place qui ont continué à travailler. Et puis, au moment de l'investiture du nouveau président élu,
nos émetteurs, plof, 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 sont revenus et ont tous refonctionné. C'est des périodes extrêmement tendues et je pense que ça, la proximité, alors je ne souhaite à personne de vivre ça et je pense que là, on est quand même aujourd'hui dans un univers... On a cette chance-là en France. Qui a cette chance-là, mais c'est aussi le revers de la proximité. Et alors, ça ne va pas aussi loin, effectivement, ici, mais il peut y avoir des formes de pression aussi, qu'elles soient politiques, sociales, économiques, elles existent. Voilà, mais ça fait partie de l'intégration et je pense que c'est aussi un gage de notre... Je m'en réjouis pas, parce que c'est des moments vraiment difficiles, et il y en aura d'autres, mais c'est aussi un gage de notre présence extrêmement proche d'un auditoire extrêmement nombreux et où on est attendu. En quoi le digital, alors là on a parlé du hertzien, c'est extrêmement important, je pense qu'on est tous ici des défenseur du hertzien, la FM aujourd'hui et demain, très rapidement avec le DAB+, on en parlera dans quelques secondes et je pense que ça va infuser aussi toute cette journée puisque à Bordeaux on connaît, ça y est, les radios qui vont pouvoir émettre sur cette zone en DAB+, en radio numérique. Un mot du digital aujourd'hui, comment ça a changé votre relation aux auditeurs, le digital, et comment vous le traitez, sachant que vous adressez à des populations qui n'ont pas forcément tout accès à Internet, alors ça se développe de plus en plus, mais qui n'ont pas les équipements qu'on a ici en France ou en Europe. Alors, on a eu un témoignage là, il y a peu de temps de quelqu'un qui travaille dans un grand groupe très très porté sur le digital et un des GAFA, je ne vais pas vous dire lequel, qui nous a dit mais de toute façon RFI en Afrique c'est le premier réseau social. Voilà. Avant même de développer quelques productions que ce soit sur des plateformes numériques, sur l'ensemble d'une production et d'une diffusion numérique, RFI, c'est le premier réseau social. Et c'est lié aussi à cette diffusion qu'on décrivait tout à l'heure. C'est lié à un traitement éditorial et à une présence... je veux dire, vous le faites tous. Le premier réseau social que sont nos radios, c'était l'interactivité à l'antenne, c'est-à-dire les émissions d'appel et d'échanges entre les jeux, les questions, l'infotrafic, le service, et puis l'interactivité téléphonique, quoi. Enfin, on n'avait pas besoin du numérique pour faire de l'interactivité. Et ça, chez nous, c'est massif. On a une émission qui a plus de 20 ans qui s'appelle Appel sur l'actu, qui est en début de matinée, fin de matinale, début de matinée. C'est l'émission phare de l'antenne à ces horaires-là. L'animateur, tous les 2 ans, vient me voir en me disant « Est-ce que tu crois que je continue ?» Je dis « Mais je ne vois pas pourquoi tu t'arrêterais, parce que vraiment, même aujourd'hui, ça fait partie d'un des piliers de notre antenne. » Évidemment, elle a été modifiée, cette émission, c'est-à-dire qu'elle existe avant sur les réseaux sociaux, les appels à témoignages, les appels à questions. Elle existe après sur l'animation des réseaux sociaux, mais ça reste le cœur, reste l'émission de radio, et là, on est vraiment dans l'interactivité. Alors, on va bien au-delà de ça. Aujourd'hui, on a à peu près, on a plus de 21 millions d'abonnés sur Facebook et sur Twitter, donc on est aussi dans une hyper distribution de nos contenus. On est la première radio française d'actualité sur Facebook. On ne tourne pas le dos à ce type de distribution parce que pour nous, c'est un des outils de l'interactivité. Qu'est-ce qui a été modifié plus en profondeur dans nos pratiques ? C'est qu'à travers ces diffusions-là, il faut réfléchir, et je pense que vous le faites tous aussi, à quel format de contenu on propose. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un papier radio sur Facebook. Ou alors, il faut trouver un autre habillage, il faut trouver quelque chose de plus inventif. Et c'est ça le travail en continu de nos équipes, qui va avec des gens qui en savent un petit peu plus, qui maîtrisent la data, qui maîtrisent l'impact que peut avoir quel type de format sur quelle plateforme, et de la formation continue des équipes aussi en interne. RFI, c'est à peu près 480 ETP juste pour la Radio France Internationale, toutes langues confondues. ETP équivalent temps plein, pas que des gens, mais voilà, ça fait beaucoup de monde quand même au total, qui eux doivent aller vers plus de polyvalence. Dans des petites équipes, c'est indispensable, et ce sont nos rédactions en langues étrangères qui ont été pionnières en la matière, parce que quand on est 15 journalistes, voire 5 en cambodgien, il faut bien, pour être vu, être capable de faire de la radio, du numérique, savoir poster au bon moment, faire de la vidéo, monter un petit diaporama, et voilà, et diversifier les choses, tout en sachant que pour nous, ce qui importe, et cette marque RFI est à la fois un label et nous oblige, que peu importe le flacon qui va diffuser, l'ivresse du contenu compte plus. Et que
la crédibilité de nos contenus, le sérieux au sens le plus propre du terme, ne doit pas être amoindri par le type de format. C'est-à-dire qu'on peut faire toutes les vidéos du monde, elles resteront conformes à ce qu'on attend d'une radio de service public, internationale et française. Le temps tourne. Je vais vous poser une dernière question, Cécile, et après, à la pause, les uns et les autres pourront venir échanger évidemment avec vous. Cette dernière question, on va essayer d'y répondre assez rapidement, même s'il faudrait des heures pour pouvoir y répondre. Pour vous, comment les médias de proximité peuvent répondre à cette crise de confiance envers les médias et aussi à toutes ces fake news qu'on voit, notamment sur les réseaux sociaux? Comment, et notamment les radios, peuvent aider justement ici sur le terrain à faire en sorte qu'aujourd'hui on regagne un peu la confiance, en tout cas que les médias regagnent la confiance des auditeurs et du public? Alors la confiance, je pense que pour nous tous, la radio, c'est le média dans lequel on a le plus confiance. Alors, c'est le média dans lequel on a le plus confiance. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était juste le jour de la publication au Salon de la radio, du juste le jour du baromètre oui. La Croix-Cantar. Oui, c'est le média dans lequel on a le plus confiance, mais si on est très réaliste, ça a quand même baissé. On est à 50%, on a perdu 6 points. Voilà, il y a un phénomène de défiance vis-à-vis du média dit traditionnel. Je pense qu'on a tous autour de nous des jeunes qui s'informent, ou en tout cas à qui on demande quelles sont vos sources d'information. C'est pas directement la radio le matin en ouvrant au réveil ou même dans un moyen de locomotion. Donc, il y a une défiance qui s'installe. Il y a un phénomène de multiplication de ce que tu appelles les fake news, que j'appelle l'infox en bon français. Voilà. Donc, c'est vrai, parlons français. Parlons français. Oui, qui est une arme aujourd'hui pour certains et contre lesquels non seulement aujourd'hui on doit faire notre travail de base en tant que journaliste, notre travail de base de vérification de l'info, mais en plus il faut lutter contre ce qui nous arrive comme déformation de l'info, manipulation de l'info, infox. Donc ça double le travail. Alors pour en revenir à la question précise où il faudrait des heures pour répondre, je pense qu'on a 2 choses à faire. Continuer un travail de base de journaliste, de vérification, quel que soit le tempo auquel l'info doit être délivrée. Il faut parfois résister à la pression du temps et faire son travail de vérification le plus sérieusement du monde, enfin, ce qu'on apprend dans toutes les écoles de journalisme, double voire triple source. Et l'info sur le réseau social, c'est pas forcément une info. Où est la source? Enfin voilà, ça c'est une première chose. Et puis je pense qu'il y a un aspect aussi de nous médias, alors de proximité, de service public, médias sérieux en général, de pédagogie et de ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Et ça passe par nos antennes. Nous, on a créé des rendez-vous dont l'objet est effectivement d'aller chercher derrière les infox qu'est-ce qu'il peut y avoir comme manipulation et en même temps de donner à nos auditeurs et sur nos environnements numériques des outils pour maîtriser aussi cet univers qui est en train de changer et qui peut être un endroit où on se perd. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où trouver l'info, on ne sait pas d'où elle vient. Il y a des petites choses très simples. On ne sait pas d'où vient cette photo qui a déjà été utilisée il y a 10 ans pour illustrer autre chose. Il y a des outils très simples pour aller vérifier la source initiale, par exemple. Et puis, on sort de nos rédactions. Ça, c'est quelque chose auquel nous croyons beaucoup. C'est valable dans l'ensemble de nos chaînes. On sort de nos rédactions, pas seulement à l'occasion de la semaine des médias dans les écoles, mais de façon un peu plus récurrente. On fait venir des jeunes et des professeurs. L'éducation nationale est très demandeur de ça et je pense que quel que soit le tissu, même en très local, ça peut les intéresser. Oui, beaucoup de radios locales, radios associatives aussi font ce genre d'action et je pense que ça aussi, ça participe de la proximité, notre responsabilité quasi sociale d'aller voir les plus jeunes, même très jeunes, et d'aller leur raconter que l'information a un prix, que l'information, il y a des règles, que tout ce qu'ils voient sur... alors aujourd'hui, ils sont moins sur Twitter, plus sur Instagram, WhatsApp ou Snapchat. Voilà, et qu'entre amis, on peut échanger des bêtises, mais que plus généralement, quand on reposte quelque chose, on vérifie. Enfin, des règles de base qui leur donnent des outils, me semble-t-il, et ça fait partie de notre engagement aussi nécessaire. Après, c'est un grand travail. Merci, Cécile Bégy, directrice de RFI, d'avoir été avec nous.